Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce style, c'est le style du dimanche, je filme pendant mes vacances. J'ai une coupe de cheveux qui n'est plus tolérable, qui est indomptable. Donc je me suis dit je vais mettre ce couvre-chef pour être un peu tranquille. Et aujourd'hui je vais vous présenter 2 réceptions et le reste des petits achats dans une seule et unique librairie dont j'ai envie de vous parler en Normandie qui est assez chouette. Et on commence tout de suite. En ce qui concerne les salons, normalement, comme je vous disais, le 3e week-end de septembre je serai à Étrange Grande, donc en Lorraine. Le dernier week-end de septembre, je serai aux Aventuriades à Clermont. Et j'avais postulé pour Fontenoy le 2e week-end de septembre, c'est à côté de Compiègne, je crois. J'ai toujours pas de nouvelles. Voilà, je vous préviendrai sur les réseaux sociaux, on n'a aucune nouvelle. Voilà, pour le coup, donc je ne sais pas si ça se tient ou pas. Août, c'est le mois de la tranquillité. C'est le mois de la tranquillité, on n'est pas submergé par les services presse et tout. Et donc j'ai 2 petites choses à vous montrer. La première est donc La fille et la montagne de Mark Lawrence. Donc la suite de je ne sais plus comment s'appelait cette série. Mais le livre des glaces que j'avais beaucoup aimé, le tome 1, j'avais trouvé ça assez original parce qu'on part sur une base un peu de légende inuite. Dans le premier tome, on suit une jeune fille qui s'appelle Yaz. Yaz vit dans tout au nord, voilà, vraiment dans le froid. Il y a plusieurs clans voilà, dans ce monde. Et comme tout un chacun va participer à une grande cérémonie où le but, c'est de sélectionner les enfants. C'est un peu horrible. Et donc ceux qu'on considère comme non purs selon, on va dire, la lignée, sont envoyés dans les abysses. Son frère va être repoussé parce que, en fait, ces enfants ont des difformités ou des pouvoirs un peu particuliers. Et Yaz va se jeter dans le trou à la poursuite de son frère pour essayer de le sauver parce que les enfants qui sont envoyés ne sont jamais revenus. On est sur un tome 2 qui se situe après une grosse, on va dire, bataille finale du tome 1 où on suit Yaz dans ses pérégrinations. Je l'ai lu, je vous en ferai bientôt une chronique. Pour moi, il a les défauts d'un tome 2, il est loin d'être la qualité du tome 1, j'ai pas du tout été autant convaincue, notamment peut-être parce que c'est pas du tout la période à laquelle j'aurais lu ce livre, hein. J'aurais plus lu ce livre en hiver, vu la fraîcheur, mais ce récit a pour principal avantage d'être original dans le traitement de ses créatures et dans tout ce qui se développe, mais on en parlera bientôt en prochaine lecture. Et ensuite, un livre que vous allez sûrement voir sur les réseaux sociaux circuler un peu parce que ce livre était quand même assez attendu en traduction, parce que ça a eu quand même un succès, on en a entendu pas mal parler à l'étranger. Je vous parle de Malice de John Gwynne, qui est donc aux éditions Léa. C'est un livre qui a reçu le meilleur prix du premier roman, donc le prix David Gemmell, assez chouette, voilà, c'est toujours bien d'être primé. On est sur une série, hein, c'est une trilogie il me semble, de fantasy extrêmement classique à la Gemmell, hein, un petit peu brusque mais très tardif, hein. C'est une série qui prend énormément son temps, je vous en parlerai aussi prochainement en update lecture. On est dans un monde où il y a des humains et il y a aussi des géants qui ont été en guerre, mais les humains ont réussi à, on va dire, piller la terre des géants, à être à la place des géants sur ces terres-ci. Des siècles après, on suit plusieurs personnages différents. On suit donc un jeune garçon qui s'appelle Corban. Corban, c'est le genre de petit garçon un petit peu comme tous les autres, hein. Il va devenir un guerrier, il est élevé par des parents aimants et tout va basculer le jour où une prophétie va ressurgir, où le bien et le mal vont avoir un champion. Et tout le but est de trouver les champions pour savoir si on va plutôt aller sur une ascension de l'humanité ou sur une descente. Et voilà, je vous laisse là-dessus, hein, mais c'est un récit à multi-points de vue avec beaucoup de trahison, même si à mon sens le récit débute vraiment à partir de la page, on va dire, vraiment à partir de la page 350, donc c'est très long à se mettre en place, mais au vu de ce que profile la fin, je pense que ça va être une bonne série sur le long terme. Et ensuite, je vous présente les livres que j'ai achetés voilà, dans une librairie un petit peu particulière, c'est la librairie Zulma. Alors Zulma, vous en avez sûrement entendu parler parce que je vous en ai parlé sur la chaîne. Zulma, c'est une maison d'édition. C'est une maison d'édition qui a pour particularité de traduire des textes étrangers, des textes qui sont reconnus dans ces pays-là comme étant un peu des chefs-d'œuvre, mais qui sont pas forcément publiés en France. Et c'est par exemple eux qui publient Dany Laferrière. Dany Laferrière, c'est un auteur très connu haïtien. Donc Zulma est reconnaissable au niveau éditorial par sa charte graphique très particulière. Et donc je suis allée dans cette librairie parce que ça faisait 2 ans qu'ils avaient une espèce de pop-up store dans la jardinerie de Veules-les-Roses. Veules-les-Roses, ça se situe en Normandie, un des plus beaux villages français. Voilà, je crois qu'il a été élu, hein, dans les
les plus beaux villages français, particulier par le fait que c'est en bord de mer, que bon, les plages sont magnifiques, et surtout il y a des roses en printemps qui poussent, et c'est une terre d'auteurs, notamment Victor Hugo y a passé quelques temps, et après 2 ans d'expérience, 2 ans où j'allais chercher des livres, là il y a une vraie librairie qui s'est installée dans un des coins les plus chouette, hein, parce qu'en fait le fleuve qui passe à côté de Val-les-Roses est le plus petit fleuve de France, et voilà, le cadre est magique. J'essaierai de vous mettre une photo, j'ai pas pris de photo mais ils sont sur internet, et je me suis pris quelques petits livres très différents. J'ai pas acheté beaucoup d'imaginaire, j'ai acheté un peu d'imaginaire, mais j'avais envie de lire autre chose, sachant que je sais que la pile de service presse risque d'augmenter, voilà, avec la rentrée. Je préférais un petit peu varier mes lectures et lire des livres que j'avais vraiment envie de lire avant que toute cette frénésie de la rentrée me pousse à lire des livres vers lesquels je suis obligée de fixer ma priorité. Le premier, alors je vais vous présenter le manga que j'ai acheté. Bon, vous n'allez pas être étonnés parce que c'est une suite. Je me suis pris le tome 2 de Akira. Oh, je viens de me frapper. Voilà, la violence du texte vient de me taper la joue. Donc je me suis pris le tome 2 de Akira, de Katsuhiro Otomo, donc le chef-d'œuvre du manga, dans ces formats que j'apprécie énormément, qui sont à 14,95 €. En fait, la librairie, comme bon nombre d'éditions, comme voilà, ils m'ont mis des petites cartes. Zulma a eu 30 ans, et c'est vrai que souvent les maisons d'édition, pour survivre et avoir, on va dire, un lieu de vente, faire de la pub grâce à ces librairies pour leur maison d'édition, et surtout traditionnellement parlant c'est quelque chose qui se fait, souvent les éditeurs ont une librairie. Pour tout exemple, par exemple, La Talente en imaginaire a une librairie La Talente, Critique a une librairie Critique. Argile, là il y a l'Astrolabe, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, les maisons d'édition en général ont des librairies pour essayer de mettre en avant leur catalogue quand ils ont un catalogue assez grand. Zulma, ça fait 30 ans que ça existe, et voilà, ils ont enfin créé leur librairie, et ça c'est hyper positif, sachant que c'est une maison d'édition, on trouve leurs textes en librairie, voilà, ils sont distribués, mais qui est pas forcément, j'ai l'impression, connu du grand public, alors que leurs textes sont qualitatifs, et donc ils proposent plein d'ouvrages, c'est-à-dire que on va autant avoir leur livre à eux, mais c'est pas forcément les livres qui sont mis en avant. Il y a certains éditeurs qui sont plus mis en avant que d'autres, mais on voit qu'ils ont quand même fait, il y avait une très belle sélection. Quand tu voyais déjà comment était la sélection des mangas, mais il y a du manga, il y a de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'ils avaient du Sorcerer, du Game of Thrones, voilà, ils avaient des classiques, il y avait un petit peu pour tout le monde, et donc je me suis pris Akira parce que j'avais été plutôt convaincue par le premier tome, et que ça se lit bien, et que bah voilà, pendant les vacances ça va me faire du bien, voilà, parce que les gars, je pars, voilà, dans 4 jours dans un endroit très particulier, je ne vous le dis pas parce que vous aurez une vidéo sur le sujet, je pense, voilà, qui sera sous une forme un peu particulière, mais ça va être hyper chouette, et j'ai envie de vraiment me détendre. Ensuite, je me suis pris des suites, et je me suis pris des nouveautés. Je vais vous montrer les suites en premier. Convaincue du premier tome, je me suis pris le tome 2 et le tome 3 de Anne and the Green Gables, donc les histoires de Anne. Donc là on a Anne d'Avonlea et d'Avonlea, je sais pas comment il prononce, et Anne de Raymond, donc j'ai vraiment hâte, j'ai déjà lu celui-ci tout à l'heure, pour tout vous dire. C'était assez sympa, ils sont extrêmement beaux, que ça correspond très bien à l'univers de Anne. En fait, de plus je découvre le catalogue de Toussaint Louverture, plus je trouve cohérent en fait leur travail sur les couvertures et tout. Il y a un véritable travail d'édition derrière, et c'est vrai que quand on voit ce qui sort éditorialement, la preuve en est, on va prendre cette très belle exemple de la rentrée littéraire, quand on voit qu'il y a quand même une faute d'orthographe sur la couverture d'un des livres les plus attendus de la rentrée littéraire, l'édition est devenue une grosse machine géante à production, et voilà, moi je suis plus dans l'optique d'acheter vers des éditeurs qui réfléchissent leur parution et qui en font des beaux objets, qui font du livre ce qu'est le livre, c'est-à-dire pas forcément un produit, un bien de consommation comme ça, un objet d'art. Moi c'est important pour moi, et ça fait partie de cela, et je trouve qu'ils rendent super bien. Et bah j'ai craqué, alors là c'est la faute de la libraire, c'est parce que je l'avais vu ce livre-ci, parce que bon, c'est parce que c'était ma couleur préférée, et dès qu'il y a du vert sur une couverture ça m'attire, voilà. Et je me suis dit je vais essayer, voilà, et la libraire me disait qu'elle était en train de le lire et qu'elle l'adorait, qu'elle était vraiment plongée dedans, et je sais absolument pas de quoi ça parle, sauf d'une chose, c'est que ça parle de lapins, et j'adore les lapins.
Et en plus, les lapins vont avoir une importance dans ce voyage à venir, donc je me suis dit, tout est lié. Je me suis pris donc Watership Down de Richard Adams, donc chez toujours Toussaint Louverture, avec donc ces jolies petites couvertures... avec ces jolies petites jaquettes. Alors les couvertures, moi je suis pas très fan de celle-ci, mais je trouve que les jaquettes sont vraiment très très belles. On est sur une histoire de lapin, c'est décrit comme une grande épopée à la Homère avec des lapins. Donc j'ai hâte de voir ça, mais je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux. J'aime beaucoup le travail éditorial qu'ils font, voilà, qui est très simpliste, voilà, sur leur publication, on va dire, plus traditionnelle, où ils n'ont pas donné un enjeu à la couverture, parce que comme je vous disais, Anne and the Green Gables, ça s'inscrit vraiment dans ce type de couverture qu'on pouvait trouver à l'époque, hein, avec cet effet-là un petit peu kitsch et en même temps avec ce côté moderne. Là, il y a une charte graphique qui est vraiment très très chouette et j'aime quand, voilà, comme Zuma que je vais vous présenter, j'aime quand les chartes graphiques sont impactantes. Et je vais vous présenter le classique avant de vous présenter les deux petits Zuma. Je me suis pris un classique, Léa. Alors ça... je vous en parle depuis des années. Je vous parle d'une envie que j'ai, mais obsédante. Obsédante du fait que j'ai des amis qui sont extrêmement fans de ce type de littérature et qu'en les revoyant cet été, je me suis dit « Merde, t'as fait des études de lettres et tu ne lis plus de classiques. » Et sincèrement, pour tout vous dire, ça me manque. Et en même temps, YouTube me pousse pas à lire des classiques parce que, sincèrement, dès que je parle de classiques, ça marche pas trop. Les gens n'ont plus envie de lire de classiques, j'ai l'impression, ou du moins sur ma chaîne, mais il y a quand même il y a que deux teams. Il y a les gens qui lisent des romans, voilà, on va dire classiques, et il y a ceux qui lisent des grands classiques et qui lisent que ça et qui jurent que par ça. Moi, j'aime beaucoup les classiques, ça m'a beaucoup manqué, et je me suis dit, quoi de mieux de lire un classique dans un genre que tu connais très peu, dont tu as entendu du bien à la fac, mais c'est-à-dire que c'était une religion, voilà, c'était une religion. Arrête de faire durer le suspense. J'ai pris Crime et Châtiment de Dostoïevski. Donc, pourquoi déjà parce que Dostoïevski, c'est toujours dur à prononcer, j'ai envie, voilà, de le lire, et surtout Crime et Châtiment a toujours été un livre qui m'a interloqué comme Guerre et Paix. Voilà, c'est deux livres qui m'interloquent. J'ai lu Eugène Onegin, d'un auteur russe que j'avais adoré, et en fait ce que j'aime chez les Russes, c'est que c'est toujours tragique et déprimant, et c'est comme ça qu'on me l'a vendu à la fac. Ça se finit toujours mal, c'est toujours très intéressant, très bien écrit, très riche, c'est souvent des bricasses, mais comme je connais l'histoire d'Anna Karénine, je me suis dit j'ai envie de lire un livre dont je connais pas forcément la fin. Crime et Châtiment, de quoi ça parle ? Super chouette comme résumé. On est sur un homme qui est très très pauvre socialement, voilà, il vit dans la misère et tout, et qui va décider de tuer sa logeuse à qui il doit de l'argent, et donc il va être envoyé en prison. Surtout, il va être confronté à la cruauté, à la monstruosité de l'homme. C'est un roman qui est totalement intéressant dans le sens que Dostoïevski a été envoyé dans les goulags comme bon nombre d'auteurs russes de sa génération parce que c'était un écrivain, donc forcément qu'il dénonçait des choses, et il parle un peu de son expérience là-dedans. On en a parlé plusieurs fois en cours quand j'étais à la fac, et c'est vrai que ça m'a toujours passionnée. Voilà, et les Russes, alors moi j'ai une passion. J'ai toujours une fascination pour l'ancienne Russie, donc la Russie des tsars et tout, et c'était aussi important pour moi de vous en présenter sur la chaîne parce que je suis tombée sur plusieurs photos de livres russes. Ça m'arrive de faire des fils Instagram, vous voyez, et de tomber sur des classiques avec des commentaires qui m'ont un petit peu choquée sous ces photos-là, concernant en fait le fait que, avec ce qui se passe en ce moment vis-à-vis de ce pays, il y a des gens qui boycottent la littérature russe et qui n'arrêtent pas de mettre ça sur le pavé, qui n'arrêtent pas d'étaler ça, comme quoi c'est des gens horribles et tout. Il en reste que si on ne devait plus lire les livres des pays qui ont commis des actes de guerre, conséquent, on lirait plus grand chose, et la littérature russe fait partie des littératures les plus importantes de notre culture mondiale, voilà, et ça serait dommage d'en parler et dommage d'accuser des hommes qui sont morts depuis bien longtemps. J'ai envie de le lire sachant que moi j'aime beaucoup aussi tout ce qui est histoire un peu criminelle et tout ça, donc je pense que ça va me plaire. J'ai déjà lu, on va dire, les premières pages, j'ai déjà accroché au style, j'ai déjà accroché à tout, et Crime et Châtiment est super intéressant aussi parce que Dostoïevski l'a écrit dans une période où il venait de perdre son beau-frère, et la revue avec laquelle il collaborait, et donc il était très pauvre à cette époque-ci, ça a été un peu le livre qui l'a remis en selle, donc vraiment
à lire. Et enfin, je me suis pris 2 petits Zulma. Un, c'était prévu. Parce que c'est un peu leur classique de catalogue et j'ai lu un autre livre de cet auteur et j'avais beaucoup aimé et donc je me suis dit bah autant lire son livre principal, et un autre parce que le résumé me plaisait. Je crois que c'est de la littérature française parce que Zulma, ils font beaucoup de littérature étrangère, mais ils font aussi la française. La nana, elle vient de Nantes. Et donc, je vais vous présenter la française en premier. Je vous présente Laurence Vilaine, La Géante. J'aime beaucoup cette couverture pour le coup. Donc, on parle de Noël qui a vécu au pied de la Géante, qui est une montagne immuable qui impose son rythme, fournit les fagots pour l'hiver, bleuets et bourraches, gentiane pour les tisanes et les onguents. Elle a appris le pouvoir des plantes grâce à la tante qui les a recueillies, elle et son frère Rimbaud, qui ne parle pas mais chante avec le petit duc. Noël sait qu'on ne peut rien attendre du ciel et n'a plus levé les yeux vers le soleil depuis longtemps. Bref, on est sur un truc qui me plaît, des personnages avec des noms sympas, un truc sûrement lié à la nature, et j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai rarement été déçue avec Zulma, et notamment j'aime beaucoup tout ce qui est littérature liée à la nature chez Zulma. Et voilà, moi j'ai découvert des textes formidables comme Lettre à Helga. Et je me suis pris le best of the best, Rosa Candida, que vous connaissez sûrement, hein, c'est un classique. Dodour Ava, et je ne vais pas prononcer son nom parce que je ne le sais point, qui a eu un prix qui correspond un peu au plus grand prix littéraire concernant les 5 pays nordiques qui y participent. Elle a eu notamment un prix littéraire islandais, donc là d'où elle est d'origine, et le prix Médicis étranger pour Miss Islande. Moi j'ai lu L'Embellie, il me semble, qui était très très sympa, qui était très touchant sur l'histoire d'une femme qui soit confiée à un enfant qui est autiste dans mes souvenirs et qui va un peu se balader en Islande. Ce livre, Rosa Candida, c'est un classique. Une camarade à moi de master qui nous l'avait présenté et j'ai envie de m'y lancer dedans parce que c'est toujours avec beaucoup d'humour et une façon de... Elle a une plume, cette autrice, très brute et impactante, et j'ai envie de découvrir ça, et j'avais très très envie. Il y avait pas mal de choses, voilà, mais en fait la librairie était rangée d'une façon très spécifique. Elle était rangée par continent. Donc pas du tout par maison d'édition, donc ça m'a extrêmement perturbée. J'ai mis beaucoup de temps. D'habitude je fais très vite en librairie parce que je sais ce que je veux, je repère et tout. Là j'étais un petit peu perdue, voilà. Et le problème c'est que moi je cherchais des poches chez Zulma. Et en fait, la différence entre les poches et les grands formats, elle doit être de ça. Et ce qui fait que j'ai eu du mal à les repérer. Donc je me suis dit, j'attendrai pour certains qui sortent en poche, parce qu'il y en avait d'autres qui m'intéressaient beaucoup. Mais c'est une maison d'édition que je vous recommande si vous aimez la littérature étrangère. C'est très très chouette à découvrir. Et sur ce, voilà, la librairie vaut le coup. Veulent les roses pour ceux qui sont... Je m'adresse, donc c'est en Normandie, en Haute-Normandie. Notamment si je m'adresse aux personnes qui potentiellement sont parisiennes et qui viennent en Normandie pour les week-ends, hein, parce que ça arrive quand même très très souvent. Je vous conseille plutôt d'aller à Veulent-les-Roses au printemps, voilà, pour la beauté du lieu, parce que c'est là où c'est le plus beau à mon sens. Ou si vous voulez vraiment profiter, on va dire, du calme de la ville, y aller plutôt, voilà, vers septembre-octobre, parce que quand il fait encore bon. Parce que, sincèrement parlant, l'été c'est un peu horrible avec tous les touristes. Moi j'adore l'hiver parce que bon, c'est un village un peu plus mort, mais l'eau est magnifique. Voilà, je fais une petite chronique normande. Voilà, si je peux placer la région quelque part, j'en profite. Mais ouais, vraiment, si vous êtes dans le coin, si vous voulez visiter le village, n'hésitez pas à passer par la librairie. Le lieu est vraiment très très beau. Les libraires au conseil sont très gentilles. Elles sont aussi performantes et elles connaissent leur catalogue. Voilà, il y a un vrai travail de librairie que vous pouvez trouver, donc ça c'est toujours, je trouve, pertinent, hein, parce que dans la librairie malheureusement il y a des bons libraires et il y en a des moins bons, mais là c'est vraiment une bonne expérience pour ma part. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez acheté ce mois-ci, si vous n'avez pas acheté, si vous êtes en no-buy, ce que vous lisez en ce moment, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.